nos présentations et notre implication, notre niveau d'implication là, dans le sport électronique. En fait, on veut vraiment aujourd'hui essayer de répondre à la question est-ce que, selon nous, les cégeps doivent s'intéresser au sport électronique? Vous comprendrez qu'on a un préjugé plus que favorable parce qu'on est impliqué à l'intérieur d'une ligue collégiale de sport électronique là, qui existe. J'espère que si vous avez des réticences ou quoi que ce soit, ça pourra alimenter la réflexion. On nous parlait peut-être même d'un débat lors du prochain congrès de la QPC. Là, on verra comment on y est à ce niveau-là. Vous allez voir, on va essayer vraiment de traiter plusieurs éléments. Là. Bon, c'est quoi le sport électronique? Qu'est-ce qu'on entend par sport électronique? Les origines, comment les cégeps ont commencé une présence dans ce champ d'activité-là. Les effets recherchés chez les participants, pourquoi on s'est associé à un partenaire de choix qui est la Fédération québécoise des sports électroniques. Ce qui en est résulté comme élément, c'est la Ligue collégiale de sport électronique. Et peut-être vous parler effectivement d'un cas concret. Donc, comment ça s'est déployé avec embûches et belles réalisations du côté du cégep de Sainte-Foy. André va nous parler plus spécifiquement de ce volet-là. Et en terminant avec qu'est-ce qu'on voit comme avenir ou question de développement ou approche qu'on veut développer au niveau du sport électronique. Je passe la parole à Louis-David sur qu'est-ce que le sport électronique. Oui. Oui, qu'est-ce que le sport électronique? Bon, on ne se cachera pas que pour beaucoup de gens, un sport électronique a un côté oxymore de l'expression. Ça ne fait aucun sens parce que, bon, souvent, quand on pense à sport, on pense en hockey, football, basketball, des sports, disons, qui font suer, qui sont très cardio. On ne pense pas vraiment à ça. On ne pense pas vraiment à des gens devant un écran qui est du sport. On a vraiment une vision souvent que le sport, c'est une activité qui est cardio, qui doit être fondamentalement cardio. Mais pourtant, quand on regarde la liste des sports, il y a quand même l'équitation, le tir au fusil, le tir à carabine. Et il y a même les échecs qui sont reconnus depuis 2008 par le CIO comme un sport. Avant, on parlait de sport cérébral depuis assez longtemps. Donc, on réalise que, tu regardes la liste, plusieurs sports du sport qui, en dehors du sport électronique, si je parle bien. Puis je veux peut-être amener aussi l'idée que certains sports sont nés d'une forme de pragmatisme, je dirais. La boxe, ce n'est pas deux personnes qui se sont dit « Tiens, ce serait le fun d'inventer de quoi qui font un combat », c'était qu'il y avait une réalité de combat qui existait en Angleterre, notamment la boxe moderne, je parle bien ici. Puis, ça faisait des blessés, ça faisait même des morts. Donc, il y a John Graham Chambers, à l'époque, en 1870 de mémoire, qui a dit, il faut encadrer ça, ça n'a aucun bon sens, on ne peut pas laisser les choses aller comme elles sont. Donc, gardez ça en tête aussi, que tous les sports, surtout les sports de combat, ne sont pas nés par le plaisir de la chose même. Et aussi, il y a certains sports comme le plongeon qui, plonger en haut d'une tour de 10 mètres, ça prend plus de courage à première vue que de compétences, quoi que ce soit. Mais pour faire des beaux plongeons, il faut un entraînement physique énorme avant. Il faut être très en forme pour pouvoir faire des sauts synchro. Mais l'action elle-même du plongeon ne nécessite pas nécessairement tant d'énergie que ça. Puis, il y a aussi une idée qu'il faut avoir en tête quand on parle de sport. Il y a une partie où on pourrait parler d'une question d'attitude. Il y a du monde qui vont faire du vélo pour se déplacer. Il y en a d'autres que c'est un sport. Mais pourtant, c'est pratiquement le même vélo, c'est pratiquement le même effort, on va dire, ou le même exercice. Mais c'est peut-être une question d'attitude qui est liée au sport. Puis, rapidement, je vous parlerai de Roger Caillois, un des premiers auteurs à s'être intéressé aux jeux en général, dans son livre « Les jeux et les hommes », je suis désolé, c'est l'époque, que lui avait catégorisé les jeux en 4 catégories, dont il y avait l'agone, qui est des jeux qui sont basés sur la compétition. Et dans les jeux de la compétition, sport pour lui. Et le sport, pour lui, c'était vraiment une idée où que vraiment, c'est le talent des joueurs qui est important, ou plutôt,
disons, les compétences des joueurs qui est importante. Il n'y a pas d'espace à la chance dans ça. Et c'est un niveau très élevé de compétition et contre soi-même ou contre des adversaires, un ou des adversaires. Donc, rapidement, qu'est-ce que le sport électronique? C'est désigne des compétitions de jeux vidéo en réseau local, en LAN party ou via Internet sur console ou ordinateur. Même des fois, il y en a aussi sur place. Ça demande beaucoup de dextérité, du temps de réaction, vigilance et précision. Souvent, on dit à tort des réflexes, mais ce n'est pas la même chose. Ça demande beaucoup de réflexion et de patience, une coordination d'équipe, à part, évidemment, parce que la majorité des sports électroniques se font en équipe. Dans la ligue, je dirais que les jeunes qui sont là-dedans font environ 200 à 300 actions par minute. Donc, ça demande beaucoup de choses, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Après, disons, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, dans certains jeux, on sait que, après 1 heure de jeu, on sait que dans certains jeux, les jeunes vont faire environ 7 à 10 km avec leurs bras. Donc, c'est quand même des bons parcours. Souvent, les jeux, on va en parler plus loin, mais souvent, les jeux, c'est ce qu'on appelle, sont basés sur la loi de Bushnell. C'est le fondateur d'Atari. C'est des jeux qui sont faciles à apprendre et difficiles, presque impossibles à maîtriser. Donc, c'est des jeux qui demandent beaucoup, beaucoup de temps de pratique, beaucoup, beaucoup de temps de jeu pour, à un moment donné, avoir un certain niveau. C'est donc des jeux basés sur le talent des joueurs. Il n'y a pas vraiment de place, en fait, il n'y a pas de place au hasard dans les jeux de sport électronique. Je vais faire un court survol de l'histoire du jeu vidéo, mais en lien au sport électronique. Rapidement, un des premiers jeux vidéo qui a existé, c'est Tennis for Two, créé en 1958. C'est vraiment, dans le fond, un jeu électronisé, on pourrait dire. Donc, c'est pour vous dire, un peu vous mettre en contexte, que le jeu et le sport électronique sont là depuis assez longtemps ensemble. Je dirais aussi, après, rapidement, Space War est arrivé en 62. En 72, il y a eu les premières compétitions de sport électronique qui ont existé. Première compétition de jeux vidéo, on va plutôt dire. C'est l'Intergalactic Space War Olympics qui ont été couverts par les Rolling Stones et la revue Rolling Stone et qui donnait un prix aussi. Et à l'époque, le terme jeu vidéo n'existait pas encore. On est vraiment dans la préhistoire du jeu vidéo et la personne essaie de décrire qu'est-ce qu'elle voit, elle utilise plein de mots, elle parle à un moment donné de sport carrément pour décrire qu'est-ce qu'elle voit parce qu'elle ne sait pas, le mot jeu vidéo n'existait pas encore à l'époque. Rapidement, en 72, en même temps, sort Pong et rapidement, en 79-84, c'est l'âge d'or des arcades où là commence à arriver l'idée de compétition envers d'autres joueurs sur place et aussi des compétitions au niveau international même avec des tableaux de scores qui sont distribués puis qui sont enregistrés pour savoir qui est le meilleur joueur de tel jeu. Donc, c'est là qu'on voit les premières compétitions vraiment apparaître. En 1991, Street Fighter 2 et vraiment aussi là où on voit les premières compétitions mondiales. Rapidement, avec l'arrivée d'Internet, ça amène donc un plus grand bassin de joueurs, donc une plus haute qualité de compétition et d'émulation. Et aussi, par le fait même, ça amène rapidement une audience. Je veux dire, justement, c'est ce qu'on considère le début du sport électronique, c'est souvent autour de 98, 99, 2000. C'est dans ces eaux-là que le premier, on pourrait considérer que le sport électronique est arrivé. Après ça, donc, je dirais, ce qui a beaucoup aidé au sport électronique, c'est l'arrivée de Twitch. Au début, ça s'appelait Justin TV. En 2011, ils ont fait un virage vraiment jeux vidéo. Et en 2015, la plateforme Discord, qui a aidé beaucoup à créer des tournois et à se regrouper en équipe pour pouvoir jouer. Donc, grosso modo, c'est l'histoire du jeu vidéo que je vous ferai. Juste pour dire un peu comment c'est gros présentement, vous voyez les chiffres, il y a juste présentement au niveau aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas tant de chiffres au Canada malheureusement, mais aux États-Unis, on considère que les vues du sport électronique ont dépassé le baseball, le basketball, le hockey. Le seul, en fait, qui n'a pas été encore dépassé dans le nombre de vues, c'est le football américain. Donc, c'est pour dire que quand même, c'est pas, souvent on a l'impression que c'est un petit phénomène ou que c'est marginal, mais en fait, c'est très gros. C'est très, très gros. Et souvent, moi, je déplore le manque de couverture médiatique du phénomène. Rapidement sur les informations au Canada, on sait que 28 environ en 2018, donc les chiffres, c'est
très en exponentiel. C'est très exponentiel, on va dire, la croissance du milieu. Rapidement, je dirais que 28% des 18 à 24 ans disent avoir regardé du sport électronique au cours du mois précédent le sondage. 1,6 million se connectent au moins une fois par mois sur Twitch. 70% des amateurs de sport électronique ont 18 et 34 ans. Donc, c'est vraiment un public jeune. Puis, petite parenthèse, sur le jeu vidéo en général, on sait qu'environ 60% de la population canadienne joue à des jeux vidéo. On serait les premiers dans le monde entier à jouer aux jeux vidéo. La moyenne d'âge des joueurs, et pour briser un peu ça aussi, est de 39 ans. Et on parle souvent, en fait, de joueuses, où c'est presque paritaire. Certaines études disent qu'il y a plus de joueuses que de joueurs, mais on va dire que c'est autour de 50% joueurs-joueuses. Je laisserai la parole à Pierre maintenant. Oui, en fait, après cette petite mise en contexte-là, puis un peu l'historique de ça, c'était Matane qui était le cégep, qui était vraiment précurseur au niveau collégial là, pour se préoccuper, je vous dirais, du sport électronique et de la réalité qu'il y avait. Là, Mme Thérèse Gagné, qui était psychologue au cégep de Matane, qui a vu une opportunité d'utiliser positivement l'intérêt des étudiants du cégep. Là. Il y avait des programmes, je vous dirais, technologiques, là, imagerie 3D, informatique, puis une résidence, puis groupe important de jeux vidéo. Donc, la question, c'est de dire, bien, pourquoi on n'utilise pas, on ne peut pas faire du jeu vidéo quelque chose de plus positif puis l'associer à la réussite, au même titre que le sport, au même titre que les activités socio-culturelles. Donc, c'était ça la réflexion de dire, bien, OK, est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose en place qu'on associe plus à la réussite? Et c'est ce qu'ils ont fait à Matane. Ils ont réuni à peu près une cinquantaine d'étudiants qui étudiaient et qui ont abordé le sport électronique, mais avec des volets reliés à la réussite. Donc, oui, du jeu, mais des obligations d'entraînement physique, 3 heures par semaine, une assiduité à leur cours, ce qui permettait aussi de créer justement ce sentiment-là de dire, ben oui, je m'engage un peu plus, je crée un sentiment d'appartenance. Il y a comme une espèce d'encadrement à faire au sport électronique, un peu sur le même principe que le sport étudiant. C'est-à-dire, oui, on vérifie ça, il faut que tu aies des bons résultats, que tu aies des saines habitudes de vie, puis on va essayer de te donner aussi une expérience de sport comme athlète, là, appelons ça comme ça pour les fins de la discussion, là, mais qu'on est capable d'encadrer au niveau du jeu. Donc, on va développer dès le départ des entraîneurs qui vont être associés à ces jeux-là. Donc, André pourra vous en parler aussi plus au niveau, tantôt au niveau de comment ça s'est développé à Sainte-Foy, mais juste pour dire que c'est Matane qui a fait ça. Et rapidement, on s'est aperçu que c'était une réalité qu'il y avait aussi dans d'autres cégeps. Là, j'en ai mentionné quelques-uns, le Trois-Rivières, Édouard-Montpetit, Montmorency, Rimouski, Sainte-Foy. Puis comme on était sur le principe un peu de développement du réseau du sport étudiant puis des compétitions sportives, bien, OK, est-ce qu'on ne fait pas une ligue, quelque chose qui serait autour de ça? Donc, les cégeps ont dit, bon, OK, est-ce qu'on approche le RSEQ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais on est allé d'abord beaucoup plus vers de dire, OK, bien, c'est qui les spécialistes du sport électronique au Québec qui pourraient nous supporter ou nous soutenir ou développer quelque chose ensemble? Je vais juste vous faire une petite citation là, de la directrice des études de l'époque, en 2017, là, de Mme Chrétien, qui était à Matane. Le programme de sport électronique mis en place au cégep s'inspire de la philosophie prônée par le réseau du sport étudiant et de l'importance accordée à la discipline par tous les grands champions. Ainsi, pour exceller dans ce sport, comme dans tout autre, il faut posséder une bonne hygiène de vie comportant des heures de sommeil adéquates, une alimentation équilibrée et de l'entraînement physique. Le programme de sport électronique propose donc aux jeunes amateurs de jeux vidéo une formule mariant à leurs études l'adoption de bonnes habitudes de vie et un encadrement spécifique pour la pratique de leur passe-temps préféré. C'était vraiment dans l'esprit de dire, OK, là, il y a un phénomène qui est là, comme Louis-David le parlait, c'est quelque chose qui intéresse la catégorie d'âge qu'on rejoint, la population étudiante. Alors, comment on peut aussi être présent dans ce champ d'activité pour en faire
un élément plus positif qu'on peut relier à la réussite. Fait que le partenaire qu'on voyait pour ça, c'était la Fédération québécoise de sport électronique. Et je laisserai peut-être Louis-David, à titre de président, nous présenter un peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la Fédération québécoise du sport électronique. Oui, la FQSE existe depuis 2016. C'est un OBNL, donc un organisme à but non lucratif. On a comme mission d'assurer une synergie entre les membres et ses partenaires afin de favoriser un développement et l'épanouissement de l'athlète tout en faisant en faisant la promotion de saines pratiques inclusives et responsables du sport électronique au Québec. Qu'est-ce qu'on entend par saines pratiques? Je ne vous cacherai pas qu'on a laissé beaucoup le sport électronique dans le monde et en Amérique du Nord plus particulièrement, est beaucoup laissé aux mains d'entreprises. Puis, je ne veux pas nommer une espèce de gentille entreprise, méchante entreprise, mais reste que souvent l'intérêt est financier. Et donc, des fois, eux ne voient pas nécessairement tout le temps ou délèguent un peu la responsabilité des saines pratiques du jeu vidéo. Moi, je vous dirais qu'est-ce qu'on a vu avec certains partenaires, c'est qu'en jouant mieux, on joue moins. Les jeunes, s'ils sont bien encadrés, qui sont dans une équipe qui se travaille ensemble, après, ont moins envie de jouer parce qu'ils ont joué. Je vais faire un comparatif rapide, là. C'est un peu comme jouer au hockey dans une ligue sérieuse et après aller jouer dans la ruelle, puis il n'y a pas vraiment de défenseur, il n'y a pas vraiment d'attaquant, le gardien de but on ne sait pas trop c'est qui ou comment ça marche. Donc, tu sais, ça donne moins envie, ces jeunes-là, de jouer après au hockey dans la rue. Donc, c'est un peu la même chose à ce qu'on voit avec le sport électronique. Quand ils sont en équipe coordonnée, qui jouent, ça va bien, ben c'est super. Puis après, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'un jeune va réaliser qu'il plafonne dans sa performance. Puis, forcément, à un moment donné, on dit, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu fais de l'entraînement physique? Parce que ça joue, tu sais, un esprit sain dans un corps sain, ça s'applique partout, ça s'applique aussi au sport électronique. Et donc, ces jeunes-là, on les amène dans le fond à prendre conscience de leur santé. Puis souvent, les partenaires qu'on a, autres que la fédération, à part la fédération des cégeps, souvent, ont une approche, c'est ça, tous, en fait, ont une approche de faire de la prévention sur la santé, la posture, l'ergonomie, on va dire, puis la santé, l'alimentation, aussi, évidemment, la cyberdépendance. Puis, donc, on fait vraiment, on traite de plusieurs points sur l'entourage du sport électronique. Puis encore là, je vais faire un comparatif avec le sport. Tu sais, beaucoup de sports, s'ils n'étaient pas encadrés, pourraient être très dangereux. Puis nous, c'est un peu la même perspective qu'on a avec le sport électronique. Il faut l'encadrer pour que ça soit plus sécuritaire possible pour les jeunes. Puis, les adultes aussi qui veulent en faire. Nos objectifs, en mars 2022, on aimerait déposer une demande de reconnaissance comme une régie sportive. Après ça, évidemment, nous, on a envie d'étendre notre ligue au niveau universitaire pour offrir aux jeunes du cégep une continuation à l'université. Et on a déjà une ligue secondaire, la LSSE, qui fonctionne bien, mais qu'on veut agrandir, évidemment. Donc, c'est beaucoup nos prochains objectifs, je dirais. Évidemment, après, je pourrais vous parler qu'on est en train de développer avec un partenariat pour faire une étude sur le temps de jeu chez les jeunes. Quand est-ce que dépasser un certain nombre d'heures, ça ne sert plus à rien de jouer parce que tes performances vont être pas bonnes ou ne s'amélioreront pas. Donc, un peu une espèce de dire, écoute, après 1 heure ou 2 heures, là, ça ne sert à rien que tu joues, là, tu ne performeras pas plus. C'est dans des choses qu'on est en train de développer. Prochain truc. C'est Pierre, si je me rappelle bien. Oui, je peux commencer si tu veux compléter. En fait, vous voyez qu'avec la Fédération québécoise des sports électroniques, puis l'esprit qu'on avait au niveau notamment des affaires étudiantes ou de toute la réussite au niveau collégial, il y avait comme un jumelage intéressant, de dire on partage des valeurs puis une vision de ce que peut être le sport électronique qui allait bien ensemble. Dès janvier 2020, lancé officiellement en janvier 2020, là, il y a eu la Ligue collégiale de sport électronique. En fait, on en est à la 3e édition là, qui commence lundi cette année. Là, fait qu'il y a eu
je vais dire, des pré-saisons ou des saisons d'organisation, où de Matane, c'est passé à 8-12 cégeps, puis on va voir la prochaine diapo qu'il y avait vraiment plus de monde, mais c'est vraiment dans l'esprit de dire, OK, on crée une ligue collégiale de sport électronique, mais avec la philosophie partagée par la Fédération québécoise des sports électroniques et le mouvement des cégeps, c'est-à-dire une pratique sportive. Les réseaux mettent en place des programmes d'accompagnement. Donc, ça, c'est un élément important de tout cégep ou de tous les étudiants aussi qui s'engagent dans la Ligue collégiale de sport électronique, c'est qu'il y a des programmes d'accompagnement de saines habitudes de vie. Donc, les éléments par rapport à la pratique d'activités sportives, la saine alimentation, des conférences ou de la sensibilisation concernant le danger de la cyberdépendance, par exemple. C'est des éléments qui reviennent tout le temps et qui sont présents dans les collèges, dans les cégeps ou qui se sont associés là, à la Ligue collégiale de sport électronique. Le premier effet, je vous dirais, puis André va avoir des témoignages tantôt, puis il pourra vous en donner plus du congrès là-dedans, c'est de sortir le jeune de son sous-sol ou de sortir le jeune de sa chambre de résidence, si vous voulez. Mais en fait, c'est de le faire jouer avec d'autres, avec un entraîneur. Donc là, pas juste jouer pour jouer, mais comme disait Louis-David tantôt, bien, améliorer sa performance, puis aller dans ce sens-là. C'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en place là, par la Ligue collégiale de sport électronique avec cette philosophie-là. Je vois dans les commentaires que oui, c'est vrai qu'il y a des relents, je vous dirais, de c'est quoi la vision qu'on a par rapport au sport électronique, là, mais je vous dirais que c'est vraiment ça dans l'esprit qu'on a au niveau de la Ligue collégiale de sport électronique. La prochaine diapo, on voit aussi qu'est-ce que c'était donc de 7 cégeps et 125 joueurs à ce que ça va représenter cette année. Là, donc 35 plus 1, 36 cégeps et 557 joueurs étudiants qui vont être rejoints par la Ligue collégiale de sport électronique là, qui part dès lundi prochain. Lundi prochain, oui. On va vous présenter les jeux un petit peu plus tard. Peut-être qu'André peut nous parler un peu de la structure, justement, de cette ligue-là. Oui, dans le fond, vous voyez tout le monde sur la diapositive. On a un comité de gouvernance là, qui est composé là, de 7 membres, dont 2 des cégeps. Moi et Simon Champagne là, du cégep de Joliette. Ensuite, on a 3 personnes de la commission des affaires étudiantes, dont Pierre est là, et 2 personnes aussi du conseil d'administration de la Fédération du sport électronique. Et finalement, on a peut-être une autre personne là, qui est là à titre là, un peu pour nous aider là, dans c'est Dimitri, là, qui est le commissaire de la Ligue de la LCSE, qui vient aussi là, nous amener tout le volet, si vous voulez, de ce qui se passe sur le terrain. Ensuite de ça, depuis l'an dernier, on a créé des nouveaux comités. Un comité des entraîneurs où on les rencontre, là, on les rencontrait une fois par année. Cette année, là, on a augmenté ces rencontres-là à 2 ou 3 fois par année pour aller chercher le commentaire, aller chercher le feedback, comment ça se passe avec les joueurs en situation d'entraînement et en situation aussi de jeu. À partir de là, on est capable de mieux structurer, de mieux ajuster les règlements des jeux en fonction de nos jeunes puis de nos joueurs. Et ensuite de ça, on a aussi un comité de représentants qui est, dans le fond, les responsables des collèges. Eux, on les rencontre aussi là, 3 fois par année pour avoir les commentaires, avoir leur impression et pouvoir aussi ajuster, si vous voulez, la ligue en fonction qui répondent aux besoins de tout le monde et essayer de maximiser tout ça. Et comme vous voyez, Dimitri là, qui chapeaute cette ligue-là au niveau de l'ensemble là, des réglementations, les matchs et toutes les questions, là, et Dieu sait qu'il y en a plus qu'une, toutes les questions qui viennent là, pour différents sujets. On serait rendu à notre autre diapositive. Dans le fond, on a... Merci Louis-David. Dans le fond, on a divisé la structure de la saison en 4 portions. On a la première partie, c'est la pré-saison. Dans le fond, ça, on n'avait pas ça les dernières années. C'est nouveau de cette année. Suite à une rencontre justement avec les entraîneurs et les responsables, on a créé un comité parce qu'on avait beaucoup de commentaires sur le classement des équipes. On vous expliquera un peu plus tard, là, les joueurs ont un ranking qu'on appelle. C'est des divisions, c'est des classements qu'ils ont là, à travers les jeux. Puis évidemment, bon, ben, il y en a des meilleurs et d'autres moins expérimentés. Donc, on a trouvé une formule en collaboration avec les entraîneurs et les responsables de cégep pour déterminer la meilleure façon de bien classer ces équipes-là, puis essayer
au maximum d'éviter des injustices ou des préjudices là, par rapport à certaines équipes. Alors, on a décidé d'y aller sur un tournoi suisse de 3 semaines où les équipes qui gagnent mais continuent à monter, les équipes qui perdent diminuent dans le classement. Puis, à la fin de ce tournoi suisse-là, on va pouvoir faire les divisions pour créer la nouvelle saison qui, elle, va avoir entre 10 et 12 semaines. On arrête juste un petit peu avant les fêtes, question que nos étudiants puissent se concentrer sur leur examen de fin de session. Et on reprend là, en janvier jusqu'aux séries éliminatoires qui, elles, devraient avoir lieu autour du mois de mars. Puis, on se rend jusqu'au championnat provincial. L'année dernière, à cause de la COVID, vous n'êtes pas sans savoir qu'on l'a fait à distance. On a fait toute la saison à distance, en fait. Et notre souhait, ce serait d'avoir un championnat provincial en présentiel dans un des collèges participants pour donner une occasion supplémentaire à ces jeunes-là de se rencontrer, de se voir, de pouvoir côtoyer d'autres personnes là, qui ont les mêmes passions qu'eux et en même temps créer un événement autour de ça qui pourrait vraiment être plus intéressant. Puis, pas juste axé sur le jeu, mais aussi sur des formations, d'autres jeux, créer un environnement social qui ferait en sorte que tout le monde pourrait avoir beaucoup de plaisir durant cette fin de semaine-là. Alors, je pense qu'on serait rendu en même temps. Je pense que Louis David, on pourrait répondre à une de nos questions qu'on a sur les jeux qu'on a dans la Ligue, la LCSE. Oui, en fait, il y a 4 questions, là, effectivement. Oui, 4 questions qui ont été posées, oui. Il y en a 2 que j'ai répondu, puis il y en a, elles sur les jeux qu'on va avoir, on va les présenter maintenant. Donc, je vais répondre, je vais expliquer les jeux de la Ligue. Je te dirais, Louis David, les 3 prochaines questions, moi, je vais pouvoir lui répondre quand je vais faire la présentation de notre structure. En même temps, je vais répondre à ces 3 questions-là. Oui, c'est ce que je me disais, oui. Le joueur, en fait, le premier jeu, c'est un MOBA qui est un jeu très populaire. En fait, c'est le jeu le plus populaire de la Ligue. De mémoire, il y a 55 équipes cette année. C'est League of Legends. C'est un jeu où que chaque joueur, c'est un jeu d'équipe où chaque joueur contrôle un avatar ou un champion plutôt. Et chaque champion a des caractéristiques particulières. Donc, il y a un côté complémentarité dans les équipes qui se fait. Il y en a qui vendent des champions plus orientés attaque, d'autres plus sport, plus défense, bref. Donc, il y a un effet, c'est sur un peu roche-papier ciseaux aussi qui se crée là-dedans. L'objectif, c'est de détruire la base adverse. Puis il y a des points à attaquer. 3 points principaux au milieu de la carte et après le point final. Donc, c'est un jeu de capture, on pourrait dire aussi, et de placement. Donc, grosso modo, c'est ça. Je ne penserais pas montrer la vidéo. Les contres, ça m'intéresse peut-être de parler de ça rapidement parce qu'un des problèmes, c'est que je ne vous cacherai pas dans le sport électronique, c'est les compagnies. Parce que, bon, les jeux, chaque jeu, dans le fond, appartenant à une compagnie, chaque compagnie a ses propres règles de gestion, on va dire, de leurs jeux. Donc, des fois, ça peut être complexe, notamment dans le cas de Riot, leurs jeux sont gratuits, mais aiment bien avoir la mainmise sur tout ce qui est promotion, événements et tout. Donc, c'est un truc qui peut être qui cause un peu de problème ici et là. Il n'y a rien de grave. Donc, ça serait ça pour League of Legends. Hop. On pourrait, Louis David, est-ce que tu serais d'accord pour dire que League of Legends, c'est un peu comme un jeu d'échecs, mais à 150 pions? Aujourd'hui, on pourrait dire, là, moi, c'est un peu comme ça, je le décris là, quand je parle à quelqu'un qui. Il y a 150 options de personnages, donc chaque personnage a 5 actions possibles. Alors, c'est ce qu'on demande à nos joueurs. Ce qu'on demande à nos joueurs, c'est de maîtriser 2 à 3 champions pour être capable d'être performant durant un match. Oui, oui, tu l'as bien. J'ai rien à rajouter, tu as bien fait, c'est super, c'est ça. C'est souvent, moi, en fait, le MOBA, ça descend des jeux de stratégie en temps réel qui eux-mêmes descendent des échecs. Donc, oui, il y a un lien très fort, très évident
les échecs et ce jeu-là. C'est dans le fond, on pourrait dire, c'est comme si on jouait aux échecs avec 3 personnes qui ont chaque leur pièce qui contrôle. Puis donc, c'est une coordination entre les joueurs parce que toi, tu dis, hey, moi, je vais avancer telle pièce, mais l'autre dit, non, moi, je vais avancer le roi. Fait que si tu avances la tour, ben, ça va me bloquer. Puis, bref, donc, il y a un côté comme ça qui est très intéressant puis qui demande beaucoup de coordination et de discussion entre équipes, dans l'équipe 5 même. contre 5. Hein, L'autre, oui, oui, effectivement. Oui. Donc, Overwatch, qui est un peu, qui est un jeu qui est vraiment, qui ressemble un peu à League of Legends, mais qui se joue à la première personne. C'est un first-person shooter qu'on appelle, donc un jeu de tir à la première personne. Le jeu met l'accent sur la coopération en diverses classes, encore plus que dans League of Legends, je dirais. Overwatch, c'est vraiment une idée de coopération entre joueurs de même équipe. Et là, c'est vraiment, je dirais, pour paraphraser, c'est un peu un jeu de capture de drapeau ou capture de position. Donc, il y a le but, c'est de conquérir toutes les places sur la carte. Grosso modo, ouais, je dirais que c'est ça. C'est un jeu qui est très populaire, notamment chez les filles. Pour le sport électronique, c'est dans un qui est c'est ça qui est le plus populaire chez les femmes, puis les filles aussi. Par contre, c'est un problème présentement. Il y a un fort déclin. On attend le 2 avec impatience, mais on le voit dans nos nombres d'équipes. Je pense qu'on est à 20 équipes ou 17. Bref, c'est beaucoup plus bas que. C'est moins pire qu'on pensait, mais ça diminue à chaque année. Donc, je dirais que c'est ça pour Overwatch. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, André? Non, ben, je dirais que pour ceux qui sont un petit peu plus âgés comme moi, là, on pourrait comparer ça à un tag ball, si on va jouer au tag ball ou si on va jouer à un laser game. Mais là, on le fait sur une console. C'est un peu ce principe-là. Là. C'est vrai, ouais, c'est bon. Le prochain jeu, c'est assez simple à comprendre, c'est Rocket League, c'est du soccer avec des autos téléguidées, on va dire, ou des autos, mais qui ont une physique assez funky. Ça joue 4 contre 4. Donc, le but, c'est de compter dans le filet adverse. C'est du soccer avec des autos, avec une physique assez particulière. C'est un jeu qui est en croissance, qui est bien supporté par la compagnie, puis qui est très, comment je pourrais dire, c'est Psyonic ou Psyonic qui est derrière le jeu et qui sont très, comment dire, très ouverts aux initiatives locales. Donc, ça va très bien avec eux. Moi, je dirais que c'est pas mal. Je ne sais pas si André, tu avais autre chose à dire là-dessus. Je dirais que dans les dernières saisons, par rapport à les 2 dernières saisons, c'est le jeu qui a connu la plus grande progression. Là, on avait peut-être 8 ou 9 équipes l'année dernière. On est rendu à plus d'une trentaine là, cette année là, par rapport à ce jeu-là. Oui, puis c'est ça, c'est que la compagnie supporte bien le jeu qui est sorti de mémoire en 2017, puis qu'il y avait déjà une autre version avant qui date de 2013 ou 2014. Donc, c'est un jeu qui est là depuis un moment, puis que la compagnie continue à supporter. Il y a des mises à jour régulièrement. Donc, c'est un jeu on sait qu'il va être là longtemps dans notre ligue. Je passerai à Valorant, un jeu à l'essai cette année. Qui est un jeu qui ressemble un peu à Watch, qui est d'ailleurs son concurrent souvent. C'est un jeu qui a 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. Chacun joue un agent. Il y a encore une idée de compétence unique par unité. Je dirais ici que, par contre, contrairement à Overwatch, qui est un jeu plus de capture, ici, il y a un objectif qui est souvent de poser en fait, le mode de jeu principal, c'est de poser la bombe dans la base des défenseurs et les défenseurs d'empêcher l'équipe dans un temps alloué de poser la bombe pour faire exploser la chose. Donc, peut-être les plus vieux, certains connaissent peut-être Counter-Strike, c'est, disons, entre Overwatch et Counter-Strike. Ça appartient à Riot. C'est cette année, on est à l'essai. Donc, on va voir si on va l'intégrer l'année prochaine ou pas. Donc, c'est parce que ça, il y a des jeux qui s'ajoutent. C'est un peu la particularité du sport électronique. Il y a des jeux, des fois, qui vont être en déclin. Il y en a d'autres qui vont être en croissance. Mais en même temps, souvent, on entend dire que le sport électronique, ça change tellement souvent, mais
les grands jeux du sport électronique comme Street Fighter, après ça, Counter-Strike qui est là depuis 2000. Donc, on parle d'un jeu qui est là depuis 20 ans. League of Legends est là depuis 2014, donc de mémoire 2014. Donc, c'est des jeux qui peuvent quand même être là pendant un bon bout, puis qui ne sont pas abandonnés comme ça. Souvent, c'est plutôt qu'ils vont faire ils vont faire une suite ou ils vont faire une refonte. Donc, c'est surtout ça. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter, André, là-dessus. Le seul point que je rajouterais, c'est qu'au niveau du comité de la gouvernance, quand on se fait proposer des jeux, on a certains critères qu'on ne veut pas déroger. Oui. Assurément que des jeux M, en haut de votre écran, là, vous voyez que c'est classé T pour Teen. Ce jeu-là, le pourquoi il est laissé, entre autres, c'est que oui, on veut voir si nos jeunes sont intéressés à y participer, mais il y a aussi une portion violence où on a décidé volontairement de désactiver dans les paramètres du jeu tout ce qui s'appelait sang et tout autre, un peu, on pourrait dire, débordement, qu'on pourrait dire. Fait que tout ça, ça a été contrôlé. Puis tous les jeux matures, pour le moment, en tout cas, à moyen terme, c'est sûr qu'au niveau de la LCSA, ce n'est pas des jeux qu'on veut entrer dans la ligue. Aussi, tout ce qu'on appelle pay to win, là, on parle quand il faut payer pour améliorer son joueur ou son caractère, c'est assurément que c'est des jeux dans lesquels nous, on ne veut pas embarquer. Ce qu'on veut, c'est que ce soit nos jeunes qui travaillent pour améliorer leur performance et non un petit paiement de 1,39 pour donner une habileté ou une arme supplémentaire qui ferait en sorte qu'ils pourraient prendre avantage. Ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle on tient beaucoup, qu'on ne veut pas embarquer. Donc, on va chercher aussi des jeux qui sont joués sur plusieurs plateformes. Oui, en fait. effectivement. Pourquoi on ne joue pas à NHL, par exemple? NHL, lui, il y a deux problèmes. Il y a un pay-to-win, donc on peut payer pour améliorer son joueur. Et le deuxième problème qu'on a, c'est qu'il se joue sur console. Et nous, présentement, on n'a pas accès à toute cette... c'est quand même assez difficile d'avoir tout ça. Puis c'est quand même assez onéreux aussi pour les collèges, là. Un jeu comme ceux qu'on vous a présentés, ben, c'est des accès gratuits. Tandis qu'un LNH, peut-être, nous, on connaît plus là, le jeu de hockey d'EA Sport, ben, assurément qu'à chaque fois, il faut payer un jeu par joueur et un nouveau jeu à chaque année parce qu'on comprend que eSport renouvelle son jeu à chaque année. Donc, c'est des principes que ça, nous, on ne voulait pas embarquer au niveau de la gouvernance. Alors, je comprends que là, avec la nouvelle diapo, Lou David, c'est rendu à moi. L'expérience, oui. c'est pas l'exemple. Oui, dans le fond, nous, ça a commencé là, officiellement en 2017 où j'avais entendu parler là, du sport électronique et j'avais quelques étudiants à l'époque, j'étais technicien loisir, où il y avait manifesté de l'intérêt. Assurément, je ne vous cacherai pas que je fais partie de la génération de ceux qui ont joué là, plus du temps que moi aussi, j'étais au cégep. Donc, on a analysé la situation, on a commencé là, à discuter avec les directions au collège, avec le département d'informatique et de jeux vidéo, pour voir si eux étaient intéressés. Ça m'a donné l'occasion aussi de parler à plusieurs services au collège. Puis en 2018, la LCSE n'était pas encore née officiellement, donc on jouait dans la LCE, qui était une ancienne ligue chapeautée par la fédération. On a décidé à mi-saison d'embarquer, d'ouvrir les inscriptions. Puis, j'étais vraiment surpris. On avait 30 joueurs qui se sont inscrits dans 2 jeux. Alors, LOL pour League of Legends et OW pour Overwatch. Puis, à cette époque-là, on s'est beaucoup questionné sur la structure. Il y avait comme deux façons de penser là, une équipe de e-sport. C'est soit qu'on mettait les efforts sur le groupe d'entraîneurs, puis le groupe d'encadrement, ou on mettait plus d'efforts sur les équipements. Fait qu'on parle des ordinateurs, on parle d'écran, de local. Nous, à Sainte-Foy, on a fait le choix d'y aller beaucoup plus sur dans le langage du e-sport, on appelle ça le coaching staff. Fait qu'on a décidé d'y aller pour ceux qui allaient encadrer. Et puis, je ne vous cacherai pas que je me suis beaucoup basé sur nos équipes sportives de Division 1, où nos jeunes avaient 6 heures d'entraînement par semaine. Alors, à cette époque-là, on avait un entraîneur-chef qui chapeautait les jeux.
On s'est engagé un préparateur mental, mais je devrais dire un préparateur mental qui était psychologue chez nous, qui est encore psychologue chez nous. Donc, lui, son rôle, c'était beaucoup au niveau de en 2010. Puis là, je vais parler en 2018 versus 2021 parce que ça a quand même beaucoup évolué depuis le temps. En 2018-19, on parlait beaucoup de cyberdépendance, d'encadrement au niveau de la concentration, ces affaires-là. On avait une préparatrice physique qu'on a décidé d'engager quand on a ouvert le programme. Fauve, qui était notre préparatrice physique, on a décidé de l'engager. Puis, dans le 6 heures d'entraînement par semaine, on inclut 1 heure obligatoire à chaque joueur. Donc, le joueur vient s'entraîner avec nous. Et durant ces 3 heures-là, il y a 1 heure où on s'en va en gymnase, juste l'équipe ensemble. Question de travailler aussi sur le sentiment d'appartenance. Il y avait certains préjugés au niveau aussi de la forme physique. Ce n'est pas tout le monde qui était en super forme physique. Donc, on travaillait ensemble, puis on apprenait à se connaître aussi à travers ça. Et il y avait moi aux sociaux qui travaillait pour chapeauter tout ça avec l'ensemble de la Ligue. Vous remarquerez que dans mon discours, je ne parle pas de jouer aux jeux vidéo, mais nous, on s'entraîne à jouer aux jeux vidéo. Pour moi, c'est une grande importance, ce choix de mots-là, parce que jouer aux jeux vidéo, ça donne l'image, en tout cas pour moi, qu'on est dans notre salon, assis dans le divan, puis là, on s'amuse. Nous, dans le fond, un peu comme on expliquait, c'est qu'on s'entraîne à des jeux vidéo. La seule différence entre nous et un entraînement de théâtre, d'improvisation ou de sport, c'est le jeu, le moyen qu'on utilise. Fait que pour nous, c'est du jeu vidéo. Dans ces 6 heures d'entraînement-là, je ne vous cacherai pas qu'on avait, oui, on avait des pratiques, des routines qu'on pratiquait pour développer la chimie entre les joueurs. On a aussi des préparations de match. Fait qu'on installe des stratégies de match. Après avoir fait du vidéo, fait qu'on regarde les matchs de nos adversaires, on se prépare une stratégie, un plan de match. Et quand le jour du match arrive, bien, on applique le plan de match. L'entraîneur est toujours là avec les 5 joueurs. Puis habituellement, on a un 6e joueur là, qui est un substitut au cas où qu'on ait un de nos 5 qui ne soit pas là. Puis lui, on le garde avec nous parce qu'on veut qu'il connaisse la stratégie, qu'il crée une chimie quand même avec les autres joueurs. Fait que c'est pour ça qu'on reste là. Et bien, dans le fond, à partir de là, une fois les matchs joués, bien, on repartait chez nous et par la suite, la pratique suivante, on faisait une évaluation de notre partie. On refaisait du vidéo pour voir les erreurs que nos joueurs avaient faites. Puis, on recorrigeait le tir. Notre préparateur mental, lui, venait une fois par mois nous donner des conférences à cette époque-là sur la cyberdépendance. On a commencé à travailler assez rapidement là, au niveau de la communication. Parce qu'un peu comme Pierre vous disait, oui, l'objectif, c'était de les sortir des salons et de le sous-sol. Mais jouer en ligne et jouer en présence, parce que nous, ce qu'on oblige à Sainte-Foy, c'est de jouer en présence. Tu ne peux pas jouer chez vous puis le reste de l'équipe au collège, ça c'est interdit. Ben là, tu es obligé de négocier ou de discuter avec ton coéquipier qui est assis à côté de toi. Dans le monde du e-sport, c'était assez vite. Là, il y a une expression qui s'appelle « kicker out ». Si tu ne fais pas la job comme joueur, ben souvent le capitaine te sort de l'équipe sans trop de discussion ou sans trop de préalable. Donc, nous, ce n'est pas ça qu'on voulait, ce n'est pas ce qu'on favorisait. Donc, on a été obligé de travailler avec notre préparateur mental sur comment on adresse une requête, comment on adresse un mécontentement, comment on le reçoit. Donc, la communication dans l'équipe, on a travaillé beaucoup là-dessus. La communication aussi à travers le Discord, un peu comme Louis-David vous présentait tout à l'heure, c'est un outil fort intéressant, mais on peut facilement l'échapper à ce niveau-là. Les joueurs, étant donné qu'ils sont cachés derrière l'écran, ont une certaine liberté d'expression qui n'est pas souvent bien utilisée. Donc, de contrôler ça. Aussi, la gestion de la colère, parce que souvent, ça n'a pas changé beaucoup. Là. Même quand moi, j'étais jeune, je me souviens que certains amis, là, bon, la manette faisait plus loin que... En tout cas, elle se rendait au bout du fil. Ce qui était pas... C'est ce que nous, on ne favorise pas. Fait que la gestion de la colère, fait qu'on a travaillé là-dessus. À cette époque-là, on avait réussi à travailler aussi avec l'association de parents du cégep chez nous. L'association étudiante était dans nos partenaires, la fondation. Ça nous a permis de travailler aussi avec l'équipe des sports parce que là, on avait besoin de plateaux sportifs, on avait besoin aussi d'encadrement pour nos jeunes. On a travaillé aussi avec l'équipe psychosociale pour le préparateur mental et aussi on a travaillé avec des API là, pour les résultats scolaires parce qu'avant tout, ils sont étudiants avant d'être des athlètes de jeux électroniques.
un peu au même titre que quand ils font du socio ou quand ils font du sport. Donc, c'est des étudiants en premier lieu et par la suite, on part avec ça. L'idée, c'était de partir de la passion de ces jeunes-là, puis de la transformer dans quelque chose des saines habitudes de vie et faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir là-dedans. J'arrive en 2021 parce que là, en 2021, je vous dirais qu'en quelques années, ça a pris de l'expansion assez monumentale. Aujourd'hui, on est rendu avec des casters. Fait que dans le fond, c'est un volet qu'on a développé, c'est des commentateurs et des analystes. Fait que maintenant, on a un Pierre Houd chez nous et un Marc Denis qui analyse nos matchs. Fait qu'on a des commentateurs pour les 3 jeux sur la chaîne Twitch qu'on a développé. Fait que ça a permis de développer une nouvelle section du sport électronique où là, j'ai des jeunes qui viennent s'inscrire dans notre club, mais qui ne veulent pas jouer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est commentater. Ils veulent être des casters. Ils veulent être... c'est ce qu'ils veulent faire. Eux autres, leur fun, c'est justement de faire commenter et analyser les parties. On est rendu maintenant avec, chez nous, au Cégep Sainte-Foy, on est rendu avec 2 volets. On a un volet compétition où là, on a 33 ou 35 joueurs qui sont inscrits dans les jeux qu'on vous a présentés au niveau de la LCSE. Et on a 18 joueurs au niveau on a créé une nouvelle académie. Donc là, c'est comme un club école, si on veut, au niveau du hockey, où notre club compétitif, lui, a 6 heures d'entraînement par semaine. Notre club école, lui, a 3 heures d'entraînement par semaine. Mais ce qu'on a fait ensemble, c'est que tous nos entraînements physiques, c'est des 60 joueurs qui sont ensemble. Et toute notre préparation mentale, c'est nos 60 joueurs aussi qui le font ensemble. Parce que ce qu'on veut, c'est toujours se rappeler, c'est qu'on veut développer un sentiment d'appartenance, on veut que les joueurs fassent partie d'un groupe. Et pour ça, on a développé en 2020-2021 une nouvelle image, un nouveau logo, un nouveau nom, puis tout ça à partir des propositions que nos joueurs, puis nos nouveaux et nos anciens joueurs nous ont fait. Le logo, le nouveau logo qu'on a aujourd'hui, on s'appelle les Légionnaires. Alors, la nouvelle image de marque des Légionnaires, c'est un étudiant graphiste chez nous au Cégep qui a développé cette image-là en collaboration avec le service des communications. Et à partir de là, les chandails, le développement de la chaîne Twitch, ça nous prend un visuel avec ça. Fait que tout est fait en lien avec ça. Puis c'est toujours nos jeunes en collaboration avec le service des communications qui travaillent sur ces projets-là. Aujourd'hui, on est rendu avec 5 entraîneurs. On a un entraîneur par jeu. Dans notre club école, on a 2 entraîneurs qui, eux aussi, on les développe pour qu'ils deviennent nos futurs entraîneurs dans quelques années. On a une préparatrice physique qui est encore Fauve. Et Fauve aussi travaille au niveau de l'alimentation, des saines habitudes de vie, des postures. Et depuis 2018, toute la préparation physique a été adaptée pour être capable pour donner l'occasion à nos jeunes d'être capables d'être concentrés et aussi d'être dans une bonne posture de jeu pendant 2 à 3 heures, parce que des fois, une game de League of Legends ou de Overwatch peuvent durer plusieurs heures. Cette année, on a une équipe de préparateurs mentaux. À l'époque, on avait juste un. Maintenant, on est rendu avec 2, dont notre psychologue qui a continué avec nous. Mais on est allé chercher une nouvelle ressource qui est spécialisée en jeux vidéo, qui a étudié à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, dans ce développement-là de la préparation mentale. Donc, on va pouvoir travailler à un autre niveau avec nos jeunes, au niveau de la communication, de la gestion du stress. Parce que, veut pas, vous avez vu tout à l'heure, Louis David vous parlait qu'on faisait entre 200 et 300 actions par minute. Puis ça, c'est avec la souris et avec 4 touches sur le clavier. Alors, vous comprendrez que quand on est un peu stressé et que notre main tremblote un peu, ça peut altérer les performances. Donc, ce qu'on veut, c'est une gestion de stress, combien bien se contrôler, quoi manger, quoi boire, combien de temps dormir avant une compétition. Donc, on a ces 2 personnes-là qui vont travailler avec notre équipe de jeunes. On est associé aussi avec une API pour les notes scolaires, les résultats, parce que la Ligue, on demande d'avoir des résultats scolaires pour poursuivre dans la Ligue. André? Et on a... Oui, j'ai-tu déjà dépassé mon temps? Il reste 2 minutes et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Certaines semblent avoir été répondues, mais je n'ai pas entendu les réponses. Je sais que la prochaine diapositive devait porter sur le témoignage d'étudiants. Mais est-ce que ce serait possible de passer verbalement aux réponses aux questions qui ont été posées? Bien sûr, bien sûr. Même à celles, je sais qu'on y a répondu, mais je ne les ai pas entendues. Donc, est-ce que ce serait possible de passer à cette période-là? Je vous laisse 1 minute et ensuite, on pourra répondre aux questions. Pas de problème. Donc, c'est ça. Dans le fond, Mme Perrault, j'étais pas mal rendu à la fin. Fait que
Maintenant, on est rendu 3 personnes au niveau de l'équipe sociale là, à gérer le club. Puis, on fait en sorte que nos jeunes puissent s'amuser et se développer à travers ça. Là, dans le fond, vous avez ici là, un témoignage d'un des étudiants qui c'est un de nos premiers étudiants avec nous. Chaque joueur, vous remarquez en parenthèse, Kevlar, chaque joueur a son surnom de joueur, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en fait, tout le monde a un petit surnom là, quand il joue à ça. Et une petite anecdote rapide là, pour terminer. Kevlar, qui est ici aujourd'hui, lui, c'est un joueur d'Overwatch, mais sa plus grande passion, c'était de développer des cartes pour Overwatch. Et l'année dernière, il a été invité par la compagnie Blizzard pour présenter à la convention Blizzard les cartes qu'il avait créées pour le jeu Overwatch. Fait que vous voyez, c'est quelque chose. Puis j'ai un autre joueur là, dont je n'ai pas la présentation, mais qui est rendu maintenant à l'Université Laval. Puis c'est un des membres fondateurs du nouveau club e-sport de l'Université Laval. Il a été 3 ans avec nous à Sainte-Foy. Puis c'est maintenant rendu le président là-bas pour le club e-sport. Alors voilà, ça fait le tour de la structure chez nous au Cégep. Merci, très intéressant. Je vois à quel point les activités de sport électronique sont encadrées, sont contextualisées. Bon, c'est fort intéressant et j'aimerais peut-être justement qu'on puisse répondre à des questions qui sont posées, entre autres, sur le sujet. Alors, je ne sais pas, là, je sais qu'il y a des questions qui ont été, c'est marqué résolues. Je ne sais pas, ouais. On pourrait les reprendre. Il y en a bien d'autres aussi, là, il y a une douzaine de questions. Quels sont les jeux les plus pratiqués? Ça, je pense que ça a été répondu effectivement. L'encadrement dans les cégeps, on l'a vu avec le témoignage, entre autres, d'André. Étant donné qu'on parle de sport, est-ce que des statistiques par équipe et par joueur sont compilées? Oui. Est-ce que ça a été répondu, ça, dans votre... Oui, on a répondu. On a un site Internet avec les statistiques puis les victoires défaites de chacune des équipes. OK, parfait. Des équipes, oui. OK. Là, je sais qu'il y avait une question plus pointue sur les jeux comme Hearthstone comme étant du P2W. Je ne sais pas ce que c'est, mais est-ce que ça a été répondu, cette question-là? Oui. Oui. En gros, j'ai répondu que c'est un jeu qui est un peu sur la ligne entre le P2W, c'est Pay to Win, donc payer pour gagner. C'est un jeu qui est un peu sur la ligne. J'avoue être moins sur le dossier parce qu'il a déjà été dans la ligue collégiale de sport électronique au début, mais il manquait de recrutement, donc on l'a abandonné. Ce qui répond aussi à une question, est-ce qu'on a des jeux solo? Donc oui, on a déjà eu. On n'est pas contre qu'il y en ait d'autres. C'est une certaine façon, même c'est intéressant parce que souvent, c'est une façon de regrouper des jeunes qui ont un jeu solo en école. Mais c'est ça, pour Hearthstone, disons que c'est un jeu qui est un peu sur la ligne. Donc, c'est complexe à répondre. Il faudrait s'y repencher, regarder où ce qu'il y en est. Donc, rapidement, comme ça, je ne vais pas me prononcer sur ça comme ça, là, mais parce que, bon, quand on lit les commentaires, c'est sûr que tout le monde va vous dire que c'est du pay to win, mais est-ce que c'est du ressentiment ou c'est réellement la situation? Il faudrait regarder ça. Donc, si on le réintègre, c'est sûr que ça va être une chose à regarder. J'aimerais revenir. Est-ce que. Vas-y. Oui, vas-y. En fait, je voulais revenir plus sur les bienfaits. Y a-t-il des études qui montrent les bienfaits du sport puis comment la santé mentale est prise en compte dans le programme? Je vous dirais, en fait, c'est un des défis qu'on a avec la fédération. Puis Louis-David, je sais que c'est une préoccupation importante de ce côté-là, c'est comment on peut documenter ça encore plus. Donc, la fédération travaille beaucoup de ce côté-là avec nous et avec d'autres aussi pour essayer justement de monter des projets de recherche, des choses qui pourraient venir documenter encore plus les effets de ça, de dire, OK, jusqu'à une certaine limite, oui, après ça, c'est plus pertinent ou pas. Alors, on est vraiment dans ça en termes de projet. Ouais. Au niveau de la santé mentale, je vous dirais que... Puis, tu sais, pour répondre... peut-être juste pour répondre à la question, tu sais, les études sur le bienfait du sport électronique, il y en a qui vont dire justement, on réalise que quand c'est... En fait, il y a 2 facteurs. Il y a beaucoup d'études qui vont être faites sur le manque d'encadrement, tu sais, qui vont démontrer qu'il faut un encadrement du sport électronique, puis que sans cet encadrement-là, il y a beaucoup de méfaits.
Donc, pour nous, puis je le dis à la Fédération québécoise du sport électronique, une mauvaise étude ou une étude qui est critique du sport électronique, on va dire comme ça, est une bonne étude pour nous. Ça nous démontre qu'on est dans une bonne démarche et comment aussi bien faire l'encadrement. Après, c'est ça, sur le bienfait, il y en a certaines qu'on peut passer aussi sur le bienfait du jeu vidéo, qu'on peut voir aussi adapté au sport électronique. Il y a, mais si on va vraiment sur le sport électronique encadré, il y en a que c'est sur la confiance. On ne se cachera pas, je vois beaucoup de commentaires sur la santé mentale et tout ça, puis la cyberdépendance et tout, mais les études sérieuses sur le cas, puis je ne veux pas diminuer ça, mais on parle de moins d'1% des personnes. Et puis depuis 4 mois, qu'est-ce qu'on voit dans le sport traditionnel? C'est plein de gens qui tombent parce que manque de support et d'encadrement sur la santé mentale. Et moi, je vous dirais que je trouve qu'en sport électronique, on est bien plus à l'avant-garde sur le soutien mental, la santé mentale, que dans le sport traditionnel. Donc, comment je pourrais dire ça? C'est que, donc, pour nous, je trouve qu'il y a un bienfait qui est là aussi, c'est qu'on est à l'écoute des jeunes, puis on est là pour les aider dans leur développement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Ce que j'ajouterais, c'est qu'au même titre que nos équipes sportives, que la Ligue des pros, etc., il y a un entraîneur. Puis l'entraîneur, il y a aussi cette préoccupation-là de, OK, est-ce que les étudiants vont bien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Puis il peut référer aux autres ressources du cégep. En fait, ça nous donne une ligne directe pour être capable de référer aux bonnes ressources. Fait que ça, c'est un élément important. Puis pour moi, qui est à traiter au même titre que dans les autres activités. Quelqu'un qui ne va pas bien, bien, OK, il y a un sentiment d'appartenance, une relation de confiance bien souvent avec une personne, fait que ça nous permet, nous, de compter sur ces personnes-là, justement, à référence pour référer aux psychologues, aux services de santé mentale qui sont offerts dans les cégeps. Il y aurait peut-être, je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà quitté, mais il y aurait peut-être 2 petites questions là, auxquelles j'aimerais peut-être que vous puissiez répondre. C'est comment tenez-vous compte des récentes recommandations de l'INSPQ considérant le temps écran passé par les étudiants? Et la deuxième, c'est est-ce qu'une de vos visées serait d'entrer un jour dans les programmes d'études ou de demeurer en extrascolaire? Bien, le temps d'écran, c'est intéressant. On était il y a 3 semaines à une rencontre sur la question avec le ministère de la Santé, avec le ministre Éric Caïman, j'ai oublié son prénom. M. Carman. Bref, oui, Carman, oui. Donc, oui, c'est une question qui est très importante pour nous. Comme j'ai dit, pour nous, en sport électronique, quand c'est bien encadré, ce qu'on voit, c'est que les jeunes jouent moins. Donc, d'une certaine façon, moi, je vous dirais, il y a beaucoup de prévention qui est faite pour avoir moins d'écran dans nos vies, mais qu'est-ce qu'on fait des gens? Puis moi, j'en suis un, j'ai 39 ans, là, j'ai été un gamer, j'en suis un encore. Et les messages depuis que je suis tout petit là, sur trop d'écran, ça ne m'a jamais interpellé. Puis ça ne m'interpelle toujours pas comme adulte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Bien, c'est peut-être d'écouter leur discours, puis d'être avec eux, puis de les amener tranquillement, pas vite, à avoir des bonnes habitudes de vie. Moi, c'est ce qui a marché dans ma vie. Donc, tu sais, sur le trop d'écran dans la vie, c'est ça, pour nous, c'est en montrant qu'on joue mieux, que les jeunes vont moins être devant leur écran. Ça peut être paradoxal, tout ça, mais c'est ce qu'on voit, nous, dans nos partenariats, puis ce qu'on voit avec les jeunes qu'on voit, c'est qu'ils ont moins envie d'être devant leur écran. Donc, c'est ce qu'on fait. J'ai même une anecdote là-dessus où j'avais un joueur qui, avant d'embarquer dans le club, pouvait jouer un 50-60 heures en plus d'aller à l'école. Puis depuis qu'il est embarqué avec nous dans notre équipe, dans le fond, son temps de jeu ou son temps d'entraînement est autour de 7 à 8 heures par semaine. Fait que maximum 10 heures. Fait qu'on comprend qu'on a diminué d'à peu près 40 heures son temps devant l'écran, devant un jeu vidéo. Parce qu'il ne voit plus l'intérêt de jouer tout seul dans son salon ou dans son sous-sol parce que ses chums ne sont pas avec lui dans son équipe. Ça fait vraiment une grosse différence. OK. Pour en revenir un peu à ça, moi, je veux revenir là-dessus. C'est un des points forts pour nous à la FQSE qui est important, c'est que les jeunes là, sont laissés par eux-mêmes souvent. On est encore dans une mentalité de l'écran est un gardien ou une gardienne, puis même quand c'est un certain âge. Là, et puis ce qu'on leur dit depuis qu'ils sont jeunes, ces jeunes-là, c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Si tu veux être bon, il faut que tu mettes du temps. Donc, ces jeunes-là qui sont laissés à eux-mêmes, ils appliquent ce qu'ils ont appris.
Ce qu'ils ont appris, c'est de mettre du temps pour être bon. Mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'André a vu. Puis quand on lui a appris, non, il y a d'autres façons d'être bon, bien, il a vu ses heures diminuer parce qu'il n'envoyait plus de temps à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup ce qu'on fait pour diminuer l'écran dans la vie des jeunes. Après, on ne vous le cachera pas, probablement qu'on n'arrivera pas à les statistiques de l'INESPQ, mais pour nous, c'est ça, c'est une diminution qui est importante, qu'on vise. L'autre question, c'était est-ce que votre visée est d'entrer un jour dans les programmes d'études? Puis, il y a une autre question aussi à laquelle j'aimerais qu'on réponde, puis ensuite on arrête, c'est est-ce que les cégeps qui offriront le sport électronique, est-ce qu'ils seront encadrés par un organisme? En fait, je ne pense pas qu'il y ait de visée d'entrer dans les programmes d'études où je comprends mal la question, mais on le voit vraiment comme une activité parascolaire, complémentaire, une autre façon d'atteindre la réussite, là, au même titre que des activités socioculturelles ou les activités sportives. Pour nous, c'est comme un nouveau domaine là, qui est le sport électronique là, à ce niveau-là. En termes d'encadrement pour les cégeps, peut-être qu'André, tu pourras revenir là-dessus, mais encadrement pour les cégeps, là, je vous dirais que, comme on l'a montré tantôt, dans le comité de gouvernance, il y a des représentants donc, de chaque cégep qui participe, un directeur des services, des affaires étudiantes ou des services aux étudiants qui est informé de la situation. Il y a des responsables employés du cégep qui sont là dans chacun des cégeps, puis chacun signe des engagements et c'est suivi. Puis le comité de gouvernance se réunit de façon je vous dirais, régulière, alimentée par le commissaire, par les entraîneurs, par les responsables, autant pour partager les bons coups, les idées de développement, que de s'assurer que ça se passe bien partout. Écoutez, messieurs, j'ai trouvé le webinaire fort intéressant de mon côté. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. J'avoue, je ne m'y connaissais pas beaucoup sur cette thématique-là. Alors, j'espère qu'il en a été de même pour les participants et j'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer à nouveau, peut-être au prochain colloque de la QPC ou à une autre occasion. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Alors, je vous dis à la prochaine, messieurs. Merci. Et aux participants, vous allez recevoir cet après-midi et même aux panélistes le courriel vous donnant le lien, vous fournissant tous les textes qui sont parus dans le clavardage, de même que le lien vers le formulaire d'appréciation. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci pour l'invitation. Merci. Merci. Au revoir. Merci.